Monsieur Cheminade, bonjour. Bonjour. Alors vous revenez du Niger, d'un voyage là-bas. Pourquoi ce voyage aujourd'hui? Je suis allé faire l'hippopotame dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'il y a une question terrible pour le Niger, c'est la faim. Et une question terrible, c'est l'eau. Et une question terrible, c'est l'éducation, le rôle des femmes. Et que faire pour recréer de l'unité, recréer cette idée d'un espace commun comme alternative, espace citoyen, par exemple, une association là-bas qui fait cet effort, pour lui donner un prolongement. Et c'est là que notre rencontre avec Inoussa Husseini, l'ambassadeur auprès de l'UNESCO, il y a 3 ans, est quelque chose qui a été l'occasion de faire ce voyage. Parce que l'ambassadeur auprès de l'UNESCO a cette idée que pour redonner à ce pays, dans tous ces domaines, une vision, un futur, il faut sauver le lac Tchad. Et ça rejoignait tout à fait notre idée d'un grand projet pour le lac Tchad, refaire un poumon d'eau pour l'Afrique centrale, pour le Sahel. Et le lac Tchad, il faut bien voir, hein, le pays, le Niger, c'est un pays très grand, 1 267 000 km², plus de 2,3 fois la France, et le lac Tchad il est à 1400 km de Niamey. Donc souvent, il y a de l'ignorance, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de moyens. Là, remettre en eau le lac Tchad, c'est donner des moyens aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs de développer leurs activités. C'est sauver 30 millions de personnes qui sont menacées de mort, parce que le lac Tchad, aujourd'hui, fait 2500-3000 km². Il s'est un petit peu agrandi avec une dernière saison où il y a eu des pluies, mais c'est très peu. Historiquement, il se rétrécit. Il faisait 25 000 km² il y a 50 ans, beaucoup plus il y a 4000 ans. C'était un très très grand lac, donc il y a un rétrécissement constant qui prive cette partie de l'Afrique de l'eau et fait que les terres se transforment en désert. Donc il faut très vite faire quelque chose. C'est une question de vie ou de mort. Parce que le Niger, qui a aujourd'hui 15-16 millions d'habitants, devrait en avoir, si on extrapole, plus de 50 millions en 2050. Ces gens vont mourir si on ne fait rien. Et si on pense la politique internationale malthusienne, financière qui est pratiquée, à la Cité de Londres, Wall Street, ces gens n'auront pas une chance de vivre. Parce qu'ils disent qu'il faut diminuer la population mondiale, pas possible de continuer comme ça. Il faut, déjà disent-ils, qu'en Europe, la population soit stabilisée ou baisse. Certains disent, comme Jonathan Prorit, de 40% en Angleterre. Qu'en est-il dans leur pensée des pays d'Afrique? Les pays d'Afrique sont des pays pour eux à coloniser, à occuper. Et je suis venu combattre contre ça. Tout le combat de ma jeunesse a été pour l'indépendance des pays africains, a été pour une Algérie algérienne. Voilà. Et aujourd'hui, les conditions sont peut-être pires encore, ou deviennent pires encore, qu'au moment des colonies. Il y a une terrible indifférence dans nos pays, et je suis venu secouer un peu tout ça. Mais alors là-bas, vous avez fait un certain nombre de rencontres. Quelles étaient les réactions des gens sur place? La réaction des gens sur place, c'est se dire ce projet Lac Tchad. Le projet Lac Tchad, il y a deux possibilités. Il y en a une qui est la version réduite, qui est de prendre les eaux de l'Oubangui et les mettre dans le bassin Chari-Logon pour renourrir le lac Tchad. L'autre, qui est la version Transaqua, une société italienne, une société qui s'appelle Bonifica, qui travaille pour le Grand Iri, qui travaillait à l'époque pour le Grand Iri, le projet date de 1980-82, qui est de faire un grand canal entre la région du Kivu et le lac Tchad, 1900-2400 km², un très grand kilomètre de long, un très grand canal, dans lequel on recréera une agriculture, un développement autour de ce canal. Alors c'est beaucoup plus ambitieux parce que ça crée des zones de développement. Alors, certains disent on n'y arrivera pas, c'est un trop grand projet, c'est pas possible aujourd'hui, donc faisons le petit projet avec les eaux de l'Oubangui, ou faisons... Je crois qu'il ne faut pas débattre, il faut faire. Et si on doit faire envoyer les eaux de l'Oubangui dans le Chari et le Logon, le bassin Chari et Logon, tout de suite, faisons-le. Mais faisons aussi le grand canal, ayons de l'ambition, faisons les deux choses. C'est comme la question de l'électricité, de l'énergie. Il faut de l'énergie, donc il faut faire des barrages. Et il y a une chute avec ce grand canal, une chute des eaux, parce qu'il y a un dénivellement vers le lac Tchad. Il faut faire des barrages, il faut faire l'industrie hydroélectrique. Mais à terme, il faudra encore plus. Il faudra sans doute du nucléaire, pas tout de suite, mais des réacteurs à haute température, de petites et moyennes capacités qu'on sait déjà faire. Mais on n'a jamais pensé en termes du nucléaire pour développer l'Afrique. Les premiers
personnes qui ont développé le nucléaire, les pères fondateurs, je dirais, du nucléaire, les Joliot-Curie, les Marie Curie et les autres, pensaient au nucléaire comme une façon de développer les pays du tiers-monde. Après la guerre, c'était l'idée. Or, on a fait d'immenses centrales pour les pays développés, on n'a pas pensé aux pays du tiers-monde. Donc, il faut un nucléaire pour le tiers-monde, pour la vie et pour le tiers-monde. Donc, c'est toutes ces questions-là qui ont été débattues avec les gens que nous avons rencontrés. Alors, nous avons rencontré des gens qui étaient dans le milieu, puisque c'était le festival, le cinquantenaire de l'indépendance des pays francophones, donc le cinquantenaire de l'indépendance du Niger. Nous avons rencontré des gens à cette occasion. Nous avons rencontré des gens comme le colonel Bagadoma, qui est maintenant gouverneur de la province de Tillari, qui lui-même a fait en mars 2007 un mémoire sur le lac Tchad et le développement du lac Tchad. Donc nous avons rencontré également, bien sûr, à plusieurs reprises, notre ami Inoussa Husseini, qui nous avait rencontré certaines personnes qui connaissent au ministère de la Culture, un peu partout dans l'administration. Nous avons rencontré le Premier ministre du pays, qui nous a fortement incité à avoir une discussion avec le colonel Bagadoma, qui est maintenant gouverneur. Donc on a eu toutes ces discussions autour de ce projet, et nous en avons fait part, bien entendu, à l'ambassadeur de France, avec laquelle nous avons eu un long entretien sur la nécessité d'avoir un projet directeur qui recrée l'unité africaine et panafricaine autour de ce projet Lac Tchad, qui sauve les populations et qui en même temps apporte une chance au croisement des deux axes, qui sont les deux axes de l'Afrique future, certains déjà développés aujourd'hui. L'un c'est Lagos-Mombasa, et l'autre c'est Alger-Lagos. Et là, au confluent de ces deux routes, avoir une zone de développement au centre de l'Afrique qui donne du développement interafricain intérieur et pas un système de comptoir et, je dirais, d'exportation ou de pillage des ressources produites pour l'extérieur. Mais là, ça serait une vision intérieure du développement de l'Afrique. Mais quel est le rapport entre ce voyage et votre campagne présidentielle en France? C'est la même chose, c'est-à-dire que la France se doit d'avoir une politique vis-à-vis de l'Afrique qui est une politique de développement réel. Elle ne se doit pas d'intervenir ici ou là pour vendre ou donner des livres scolaires, faire de l'assistance. C'est bien d'avoir beaucoup de petits projets, mais il faut un grand projet pour cette région de l'Afrique, et ça, ce sera dans ma campagne présidentielle un des éléments qui seront l'impératif pour la politique extérieure de la France. Pas en tant que projet unique, ce projet Lac Tchad, Transaqua, ce projet qui date de 82. La commission du bassin du lac Tchad date de 1960. Il n'y en a rien fait depuis. Donc c'est dire, il faut remettre les compteurs à l'heure et faire quelque chose pour la population. Ne pas avoir chez nous une politique favorable au renflouement des banques, aux intérêts financiers, à la Banque Centrale Européenne, et avoir au contraire une politique de l'économie productive, l'économie physique, avec ces grands projets, comme le projet Nawapa, de l'eau aux États-Unis envoyée de l'Alaska vers la Californie et vers tout le système de production américain, pour que les Américains redeviennent des producteurs. Un des drames du Niger, quand on le voit de près, c'est que les gens, généralement, gagnent leur argent dans le commerce ou dans des activités financières. Il n'y a pas d'industrie, sauf un effort de notre ami le gouverneur pour remoderniser une usine de production de riz et la bière. Mais il faut du développement de l'industrie qui transforme l'homme, qui transforme la nature, qui crée de la qualification. Or, ce qui arrive au Niger, mais on le voit, ça arrive aussi en France, hein, on a perdu en quelques 20 ans plus de 2 millions d'emplois industriels. Notre pays devient une société de services, et dans une société de services, on cherche à vendre, on sourit, on devient un peu un assistant du client qu'on cherche à séduire, et il n'y a plus de sens commun de la création, du développement, une activité productive. Donc le service, c'est bien, c'est branché à une activité productive. Si ça se débranche d'une activité productive, on sombre dans l'hôtellerie, restauration, dans tout le système qui est un système de tourisme ou de rente qu'on voit se développer par exemple chez nous en Bretagne. Et c'est curieux que de voir ce phénomène qui se développe de la même façon dans les pays africains. Par exemple au Niger, à Agadez, c'est pour la population un désastre qu'il y ait Al-Qaïda à l'islam, Al-Qaïda dans cette région, qu'elle soit développée, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'elle soit développée dans cette région, c'est un désastre parce que
les touristes ne peuvent plus aller à Agadez. Il y avait 4000 touristes par an environ. Si chacun laissait 100 ou 200 euros, pour là-bas, c'est une somme fantastique. Donc, c'est fini. Donc, on voit ce pays complètement dépendant du tourisme. C'est scandaleux, ça ne peut pas être. On ne peut pas dépendre du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, des services et des échanges financiers. Donc, il faut recréer de la substance qui donne un sens à la nation. Est-ce que ces pays africains soient des États-nations ensemble? Les pays de la Commission du bassin du lac Tchad, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria, c'est le Niger, c'est la Libye qui en fait partie, et c'est le Burkina... non, ce n'est pas le Burkina Faso encore. C'est l'autre pays, c'est l'Algérie cherche aussi à en faire partie, au moins au titre d'assistant. Il y a en tout 6 pays, plus 2 ou 3 autour. Et ce grand bassin du lac Tchad, ça fait à peu près un peu plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc il faut, dans ce million de kilomètres carrés, amener 100 milliards de mètres cubes d'eau par an pour que le lac Tchad refasse 25 000 kilomètres carrés. Mais il faut penser en termes, qu'est-ce qu'on fera pour l'agriculture? Comment on fera l'agriculture littéralement de polder? La terre est très riche. Le lac s'est retiré sur des centaines de kilomètres. Donc la terre est restée riche en dessous, si on l'exploite bien. Et il faudra faire quelle pêche? Actuellement, on pêche des poissons de plus en plus petits. Et c'est un désastre pour les pêcheurs. Quel élevage? Si on ne fait pas un effort pour l'élevage et faire reculer le désert, les éleveurs iront vers le sud, empiéteront sur la terre des agriculteurs et ce sera le conflit. Donc il faut une politique de développement mutuel, de développement commun. Et c'est ça le projet Lac Tchad. Historiquement, la politique française en Afrique a eu des hauts et aussi beaucoup de bas. Elle a été pas mal décriée. Est-ce qu'on peut dire que votre approche, votre projet pour l'Afrique, à partir de votre campagne présidentielle française, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau colonialisme? Non, pas du tout. C'est en tout cas absolument opposé à l'idée paternaliste du colonialisme français. Il y a l'idée impériale du colonialisme britannique et parfois français aussi. Il y a des exactions terribles qui ont été commises au Tchad. Il y a eu les colonnes infernales en 1899 qui ont massacré les peuples entre Sénégal et lac Tchad au moment où le Tchad, on voulait que le Tchad soit une colonie française. Donc il faut absolument sortir de cette vision de pillage et de mépris des peuples et rétablir ce que Houphouët-Boigny en 1955, quand il n'était pas encore devenu le Houphouët-Boigny d'après, avait appelé la France-Afrique. C'est lui qui a créé le terme France-Afrique en 1955. Et voulait dire un développement harmonieux entre la France et les pays africains. La France considérée à cette époque un peu comme une métropole. Et il faut revenir à ce concept, mais sans paternalisme, c'est-à-dire que la France doit donner les moyens à ces pays de se développer. Alors un pays comme le Niger, qu'est-ce que c'est? C'est Arlit, c'est Areva, c'est l'uranium. Et ils n'avaient qu'un forfait jusque-là. Maintenant, ils auront un certain pourcentage sur le prix. Mais avec ça, avec ces sommes-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et il faut absolument qu'il y ait dans ces pays, et c'est très intéressant de le voir, une jeune génération d'officiers, de capitaines, de colonels, de lieutenants-colonels, dans l'armée en particulier, qui est une question constituée, qui lutte contre la corruption, et mettent l'armée au travail, que l'armée ne pense plus au coup d'État, que l'armée ne pense plus au partage de l'argent, comme un film que j'ai vu le montre, mais que l'armée pense au développement. Beaucoup de ces gens y pensent, et ceux que nous avons vus, 2 ou 3 d'entre eux que nous avons vus, sont tout à fait dans cette vision-là, mais pour ça, il faut du génie militaire. C'est-à-dire il faut qu'ils fassent des ponts, des routes, ce canal doit être fait en partie de cette façon, avec du génie civil et du génie militaire. Alors ça suppose que la France donne une véritable aide. On n'a pas besoin de mettre des milliards, ou des centaines de millions, ou des millions d'euros. On a envoyé 20 bons experts de génie militaire pour faire ces travaux, une quinzaine d'ingénieurs de génie civil, et ce sera l'aide fondamentale pour faire quelque chose de concret, et pas pour parler en l'air. Alors évidemment, au Tchad, on dit, mais pourquoi la priorité du lac Tchad, alors qu'il y a un deuxième problème, c'est le fleuve Niger qui s'ensable. Parce qu'il faut bien voir, dans un pays comme ça, le fleuve Niger, il a à peu près 1 kilomètre de large à Niamey, mais il se rétrécit considérablement à quelques centaines de mètres, voire moins, en été, dans la période, à la fin de la saison sèche, c'est-à-dire en avril-mai. Que faire? Et là aussi, il y a des tas de rivières qui aboutissent au lac Tchad. Quand j'y étais, là, maintenant, elles étaient à sec. On voit toutes ces rivières à sec, les gens creusent des trous dans le lit pour trouver de l'eau. Elles sont à sec, mais quand ça coule, ça amène des tonnes et des tonnes de sable qui ensablent le lac Tchad, le fleuve Niger.
Donc il faut faire quelque chose, là aussi. Mais le lac Tchad, c'est la priorité, parce qu'il y a 30 millions de personnes, et si on faisait ce projet, comme nous le disons, on pourrait nourrir environ 100 à 150 millions de personnes. Donc non seulement on sauverait les 30 millions, mais on créerait du développement et de la vie pour les habitants futurs du Niger. Cette idée que le Niger doit passer de 15-16 millions à 50 millions en 2050. Mais justement, cette population du Niger, est-ce qu'il y a quelque chose auquel elle peut participer? Est-ce que c'est simplement la France qui va venir lui apporter son aide, lui apporter du développement, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans cette population africaine qui... doit lui donner les moyens technologiques. Et puis, c'est à eux de décider ce qu'ils en feront. Le projet Transaqua est un projet qui vise à être inspirateur, incitateur, et dire c'est possible. Maintenant, pour le faire, c'est à eux de le faire. Et ça se pose toute une série de problèmes. Ça pose la participation du pays. Et il y a un processus électoral actuellement en cours, un processus de réconciliation nationale, comme ils disent, qui est en cours et qui est très intéressant parce que les gens peuvent parler. Et nous avons vu un film sur la corruption des militaires. Je doute qu'en France, on puisse faire un film sur la corruption, intellectuelle du moins, du Conseil constitutionnel. Là-bas, ils le font sur la corruption des militaires. Donc, ça existe, le débat public. Ça existe, la discussion. Donc, il y a cet aspect. Le deuxième aspect, c'est les femmes. Comment faire participer les femmes? Alors, il y a un grand problème. D'habitude, on voit les femmes. C'est pas tout à fait la question fondamentale. La question fondamentale sont les enfants. Parce que très tôt, on fait travailler les enfants. Alors, les enfants prennent un sens de responsabilité, ce qui est bien. Mais ils travaillent trop pour pouvoir aller de façon régulière et vraiment formatrice à l'école. Avant, il y avait des écoles qu'on disait expérimentales, qui étaient très intéressantes, bilingues, généralement à Oussa, c'est la langue de là-bas et français, où on parlait de langue, il y avait les meilleurs élèves, c'était ces élèves-là, parce qu'ils conservaient leur langue naturelle, natale, familiale, la poésie, la métaphore, la vie, et ils l'introduisaient dans le français. Et ils enrichissaient le français, ils étaient meilleurs élèves en français. Il y en a supprimé parce qu'il n'y avait plus de moyens. Donc il faut redonner les moyens pour redonner de la créativité à la population. Et il faut permettre aux enfants, créer les conditions pour aller plus souvent à l'école, parce que les parents les font travailler. La fille fait les courses, fait la cuisine, lave le linge, le garçon va couper le bois, va chercher l'eau. Enfin, il y a un travail énorme fait par les enfants, plus que le père, généralement. Donc il faut redonner cette vie. Alors, il faut redonner vie aussi à l'épargne, mais ça pose exactement le même problème de la famille. La mère veut que sa fille ait une dot, et c'est très pauvre. Et les pauvres enfants vont vendre, par exemple, sur les routes, des cartes téléphoniques. Et ils arrivent à faire à peu près 1000 francs CFA dans leur journée, c'est-à-dire 1,50 €. La mère les prend, les met dans une jarre, et va l'enterrer quelque part, en se cachant de tout le monde, pour avoir une épargne, pour avoir doté ses filles plus tard. Et cette épargne, ça va faire beaucoup, enfin beaucoup dans les termes de là-bas. Il peut y avoir 1 ou 2 millions de francs CFA, ce qui fait quand même 1500 à 2500 €. Mais aucune confiance, on ne les confiera à personne. Donc elles resteront là jusqu'à être la dot de la fille pour que la fille se marie bien. Donc, ou le garçon. Enfin, c'est le garçon qui doit donner la dot dans ce cas-là. Mais pour que la fille ait un garçon bon et que ces garçons soient bien vus et que toute la communauté puisse célébrer le mariage. Donc il y a des films, des tas de films faits sur ça. Donc si on pouvait avoir cet argent déposé dans des banques auxquelles on puisse croire, des banques qui servent la communauté, des banques qui servent les projets locaux, et que la mère puisse récupérer cet argent avec un peu plus donné par le projet. Je ne parle pas d'auto d'intérêt. Les musulmans, comme vous le savez, sont contre la notion et pensent que le taux d'intérêt est un péché. Donc, mais participation au projet, élément du projet, et que la mère ait un sens que participer au développement du pays, c'est ce qu'elle peut faire et en qui elle peut avoir confiance. Mais aujourd'hui, toutes ces banques, dans une ambiance de finance et de commerce, personne ne peut y croire, et souvent, le représentant même du ministère de l'Agriculture au village, comme le montre un autre film que j'ai vu, n'est pas le plus honorable des personnages dans la région. Donc, ce qu'il faut recréer, c'est cet esprit d'initiative et en même temps l'estime de soi. C'est un mot qui revient souvent chez les Nigériens, l'estime de soi. Et la France doit retrouver, elle aussi, son estime de soi, en aidant à ce type de projet. Et vous avez, on a un ambassadeur là-bas, l'ambassadeur de France, qui est un homme de très bonne volonté, mais de Paris, on ne lui donne pas les moyens de faire la politique que probablement il aimerait pouvoir faire. Très certainement, il aimerait pouvoir faire. Donc, il faut que Paris retrouve un état d'esprit. Et en France, je vous assure, il y a des problèmes terribles. Par exemple, sur les livres scolaires ou les livres de santé ou tout ça, il y a une corruption qui est en France.
pour que les éditeurs puissent avoir leur manuel qu'ils envoient là-bas, faire de l'argent avec ça, et là-bas il y a aussi un réseau de corruption, etc. La politique serait de favoriser les gens qui essayent de faire des publications là-bas, même s'ils ne le font pas très bien, même si c'est avec une photocopieuse, même qui font avec très peu d'argent, leur donner un peu plus d'argent pour qu'ils puissent imprimer mieux, et faire toute une politique du livre scolaire qui soit, où la France serait associée, bien sûr, et d'autres pays comme la Chine, qu'à son mot dire. J'étais très surpris de voir la qualité du français, l'ambassadeur de Chine, qui parle comme un français là-bas. Donc il y a une nouvelle présence, c'est bien, parce que ça crée une compétition, et ça crée un rapport dans lequel les Nigériens peuvent davantage se tourner vers les uns ou vers les autres. Ça ne crée pas un rapport seulement avec une France-Afrique qui a tellement dégénéré depuis que Houphouët-Boigny a prononcé le nom en 1955. Cette France-Afrique est devenue synonyme de réseau et de finance et de détournement. Donc il faut sortir de ça. Et il faut que la France ait dans la tête de sortir de ça. Alors ce que je disais à mes amis là-bas, c'est qu'on avait une grande chance quand Jean-Pierre Percotte a été le ministre de François Mitterrand, avec un directeur de cabinet qui était mon ami Renaud Vignal, mais ces gens-là, on leur a empêché de faire une nouvelle politique qui aurait fait une politique de la France en Afrique nouvelle, conforme à ce que une idée de la France que beaucoup d'Africains ont. Les Africains se sentent africains de leur pays, ils sont très patriotes, mais en même temps ils se sentent un peu français, du fait de l'histoire. Mais la France ne répond pas à cet intérêt, à cet amour. Donc il faut que la France redonne une vision. Alors, il y a un jeune intellectuel congolais, dont j'ai lu le livre, qui dit très justement que la France est en train même de perdre sa langue, parce qu'une langue qui ne participe pas au développement, une langue qui ne s'enrichit pas par le contact avec d'autres langues, une langue qui devient grammaticale, figée, c'est une langue qui n'a plus de vie et qui n'est plus rien. Et si la France n'a plus de plan en Europe, n'a plus de projet, notre langue elle-même deviendra une langue de rapport d'argent, de rapport de pouvoir, et pas une langue de vie et de création. Donc ça, l'Afrique sera une chance pour le français, je pense. Mais comment vit-on à l'intérieur du Niger ce qui se passe dans le reste du monde? Bien, il y a quelques jeunes administrateurs, quelques officiers qui veulent un autre monde, ce que le général de Gaulle appelait dans son discours de Brazzaville en 1944, tracer la route des temps nouveaux. Ils ne veulent plus la politique qu'on a suivie jusqu'à maintenant. Alors, ils sont aux aguets. Et un ou deux que nous connaissons suivent notre site internet de Solidarité et Progrès, s'informent là. Il y a en même temps un sous-équipement patent dans les rues, dans la voirie, dans les éléments sanitaires. Et en même temps, il y a une connaissance de ce qui se passe dans le monde à travers les portables, à travers Internet, à travers tout ça. Donc ça crée un espèce de paradoxe qui, je pense, peut être très riche et devenir très riche. Et il y a une autre discussion aussi, qui est cette discussion sur l'islam. Et un jeune colonel nous disait je suis croyant, je suis dans l'islam, c'est pour ça que j'ai l'esprit républicain. C'est-à-dire un esprit républicain qui naît d'une véritable connaissance, d'une véritable croyance en l'islam. Et il dit on ne devrait pas laisser les wahhabites d'Arabie Saoudite venir s'installer n'importe comment. Ils ont de l'argent, qui viennent, c'est bien, mais à condition qu'ils fassent une case santé, qu'ils fassent un puits et qu'ils financent une école. Et à ce moment-là, ils pourront faire leur mosquée. Mais la mosquée était un milieu de vie, comme la synagogue d'ailleurs, et comme l'église, pourtant des premiers chrétiens. C'est un milieu de vie où on élève, on éduque, on enseigne. Et je lui disais, voilà, il faut revenir à ce concept-là. Et il était parfaitement d'accord. Donc on vit le monde, et on vit ce qui se passe dans le monde, et en même temps, on se dit, mais comment on va y arriver ici? Et c'est là qu'ils ont besoin de gens qui leur répondent, à l'échelle de la France, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, qui leur répondent en disant on ne vient pas là pour piller vos ressources et prendre votre uranium ou votre pétrole, mais on vient là pour ensemble voir comment on peut créer un avenir pour ce monde. Et à ce moment-là, les gens changent. Les Africains ont un sens très vif de qui vient les aider et qui vient les exploiter ou les tromper. Un sens très vif. Maintenant, ils n'ont pas cette confiance en eux-mêmes qui leur permettrait de déterminer ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et c'est pour ça que l'armée peut jouer un certain rôle, au moins dans les jeunes officiers qui ne sont pas corrompus et qui sont une nouvelle génération, parce qu'ils ont une certaine discipline, un certain sens de l'avenir par la nécessité des choses. Et l'allié serait le maître d'école, l'enseignant, parce que l'enseignant aussi a ce sens du temps. Donc,
Si le militaire qui veut développer son pays, qui veut faire des ponts, des ports, des routes, qui veut utiliser le génie civil, et l'enseignant qui veut créer une génération où on pense, où on connaisse, où on développe, il y aura ce que, dans un très beau film que j'ai vu là-bas, Le Cri de la tourterelle, il y aura les Nigériens qui pourront venir au Niger pour fonder un pays. Et le grand problème, c'est qu'ils sont partis pour faire du commerce ou de la finance à Abidjan ou ailleurs, et s'ils reviennent, ils devront trouver un pays où ils pourront faire de la création, du développement, et où le grand problème du Niger pourra être résolu. Qu'est-ce que c'est? C'est faire travailler les femmes, faire participer les femmes. C'est les enfants des rues, et c'est les jeunes diplômés chômeurs. Et là, on pourra résoudre ça avec de grands projets. Mais l'intérieur du Niger deviendra vitalisant. Jacques Cheminade, est-ce que vous avez, après ce voyage, semble-t-il, riche, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Oui, qu'un projet Lac-Tchad ou un projet Niger n'est qu'une partie de ce qu'on doit faire dans le monde. Une partie très importante, parce que la région la plus dépourvue du monde est celle qui mérite le plus, bien entendu. Et c'est intéressant de voir qu'il y a le mot fraternité dans les devises et progrès dans la devise de l'État du Niger. Donc cette fraternité qui est dans la devise du Niger et la fraternité qui est sur le fronton de nos mairies, il faudrait lui donner un sens. Et ce sens doit s'étendre à la fois au Niger, à l'Afrique centrale, sahélienne, à l'Afrique tout entière et au monde. Et on doit voir cette politique de grands projets, de grands travaux, dont le projet Lac-Tchad est un élément moteur, mais n'est pas le seul. Et il y a toute une série de grands projets dans le monde, en Chine, en Inde, aux États-Unis, qui doivent créer cette association, ce développement à l'échelle du monde, qui doit remettre le monde dans une direction différente de celle qu'il a suivie, disons, depuis en particulier l'assassinat de Kennedy et le départ en France du général de Gaulle, depuis les années 60. Il faut remettre la politique du monde dans une voie de création pour les générations futures et pour le bien commun. Le progrès, ça ne veut pas dire faire des machines. Le progrès, ça veut dire faire des machines avec plus de technologie, plus de science dans ces machines. Ça ne veut pas dire s'arrêter, par exemple, dans le nucléaire à l'EPR. Ça veut dire faire des réacteurs de la 4e génération. Ça veut dire faire la fusion. Ça prendra du temps, beaucoup de temps, mais il faut commencer. Et je dirais, commençons vis-à-vis de l'Afrique, commençons aujourd'hui, et ne continuons pas la politique qu'on a suivie depuis 40, 50, 60 ans, et ne continuons pas les politiques impériales et coloniales. La France ne peut pas être dans sa politique extérieure le partenaire mineur, le partenaire junior, je dirais, de l'impérialisme britannique. Jacques Cheminade, merci. Merci.